Le 22 juin 1940, l'Angleterre se retrouve seule face aux nazis. La France est à genoux. Winston Churchill est prêt à relever ce nouveau défi. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. La Grande-Bretagne dispose des ressources extraordinaires de son vaste empire colonial. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, les Indes et bien d'autres territoires ont répondu à l'appel de la couronne britannique. Mais ces nations sont trop loin pour intervenir directement là où la Grande-Bretagne a le plus besoin d'elle. La situation paraît complètement désespérée. D'ailleurs, Hitler est sûr que son dernier adversaire demandera grâce prochainement. Mais Churchill lui démontre qu'il ne renoncera pas si facilement. À l'entrée du port de Mers el-Kébir au Maroc, la Royal Navy neutralise une escadre composée de 2 cuirassés et de 2 croiseurs français. En tombant aux mains des nazis, ces bâtiments auraient renforcé leur flotte en Méditerranée, affaiblissant la position britannique dans la région. Le 3 juillet 1940, l'amiral James Somerville avait réclamé que les navires français le rallient, qu'ils se sabordent, ou qu'ils gagnent un port neutre où ils seraient désarmés. Les Français avaient refusé. Les marins britanniques avaient ouvert le feu sur leurs anciens alliés. Détruisant ou endommageant 3 des navires de la flotte française. Plus de 1300 matelots français devaient périr dans l'attaque. La détermination de Churchill n'impressionne pas Adolf Hitler. Le 19 juillet, plus d'1 million de personnes l'acclament à Berlin. L'heure du triomphe est enfin arrivée. Ce même jour, lors d'un discours devant le Reichstag, le Parlement allemand, il définit les conditions de paix avec la Grande-Bretagne. Et il s'avère très généreux. Le Royaume-Uni conservera son empire. En contrepartie, Hitler veut garder les mains libres en Europe. Il souhaite poursuivre ses conquêtes vers l'Est pour coloniser le Lebensraum, cet espace vital dont l'Allemagne a besoin pour se développer. Mais Churchill ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, les Britanniques, même seuls, doivent combattre. La détermination du Premier ministre inspire la nation. Le roi George VI écrit dans son journal « Personnellement, je me sens plus heureux depuis que nous n'avons plus d'alliés à respecter ou à protéger. » Difficile pourtant de savoir quand et comment la Grande-Bretagne pourra faire basculer la situation à son avantage. Certes, l'armée britannique a survécu à l'épreuve de Dunkerque, mais lors de l'évacuation, elle a perdu la plupart de ses chars, de son artillerie et de ses moyens de transport. Elle ne possède plus que 25 divisions armées de fusils pour faire face aux colonnes blindées de la machine de guerre nazie. Il n'y a rien d'autre à faire sinon se retrancher et attendre. La défense côtière est renforcée. Le sud du pays se couvre de fortifications. Les panneaux de signalisation disparaissent du bord des routes. Un éventuel envahisseur aura du mal à trouver son chemin. Les zones de parachutage sont couvertes d'obstacles empêchant les atterrissages. Une armée de volontaires, la garde nationale, est levée. Elle réunit tous ceux qui sont trop âgés pour être mobilisés dans les troupes combattantes. Dès la fin du mois de juin 1940, 500 000 hommes ont rejoint les rangs de cette force d'appoint. Au même moment, Hitler parachève son plan d'invasion, une opération audacieuse au nom approprié, Lion de mer.
20 divisions seraient expédiées le long des côtes méridionales de l'Angleterre. Des barges sont réquisitionnées dans le nord-ouest de l'Europe et converties à la hâte en péniches de débarquement. Les troupes sont entraînées à la manœuvre. Mais malgré les bravades d'Hitler, l'état-major allemand demeure inquiet. Le Führer semble considérer que la Manche n'est qu'une simple rivière facile à franchir. C'est ignorer que la flotte britannique reste la plus importante du monde. Bien sûr, elle est déployée sur tous les océans de la planète, mais malgré cela, les navires défendant les îles britanniques surpassent encore en nombre les forces navales allemandes. Le chef de la flotte nazie, l'amiral Erich Raeder, n'est pas sûr de pouvoir contrôler la Manche assez longtemps pour permettre aux troupes de débarquement de la traverser. L'armée allemande possède pourtant un atout de taille, la supériorité sans conteste de la Luftwaffe. Son chef, Hermann Göring, n'a aucun doute. Durant l'opération Lion de mer, il pourra contrôler l'espace aérien au-dessus de la Manche. Le 10 juillet, des meutes de chasseurs allemands débutent leur raid sur les navires empruntant le Channel. Pour riposter, les Britanniques possèdent 2 des meilleurs avions de chasse monoplans de leur génération. Le Spitfire Supermarine et le Hurricane Hawker. Le Spitfire est sensiblement plus rapide et plus maniable que son rival allemand, le Messerschmitt Bf 109E. Il doit intercepter les formations de bombardiers escortés par les chasseurs nazis. Le Hurricane va devenir la terreur des bombardiers allemands. Mais en juillet 1940, le vice-maréchal de l'air, Hugh Dowding, le chef des forces aériennes britanniques, ne dispose que de 700 avions de chasse. Ils doivent faire face à 2600 chasseurs et bombardiers nazis. Dans la partie qui commence, Dowding sait qu'il devra jouer très serré. La Royal Air Force ne pourra pas faire face à toutes les attaques de la Luftwaffe. Lorsque les agressions contre les bateaux marchands commencent, il décide de ne pas intervenir. Il veut empêcher que l'Allemagne n'établisse sa suprématie dans les airs, premier pas vers l'invasion du Royaume-Uni. Ces forces riposteront uniquement lors des attaques d'envergure. Pour les aider, les Anglais disposent d'une innovation. Le radar. Dès les années 1930, des scientifiques avaient découvert qu'un objet situé très loin pouvait être détecté grâce à un simple signal radio. La réverbération du signal sur la cible révélait sa position. En Grande-Bretagne, une équipe de spécialistes dirigée par Robert Watson-Watt avait commencé à développer le radar. Son but ? Repérer l'approche d'une formation aérienne ennemie à longue distance. Les résultats de ces travaux servent la stratégie du vice-maréchal Dowding. Il fait du radar l'axe central du premier réseau de défense antiaérien du monde. Connu sous le nom de Chain Home, ce réseau de 21 radars mesurant 91 mètres de haut compose un énorme canevas sur les côtes sud et est de l'Angleterre. Il peut détecter des appareils situés à 193 km et donner leur distance, leur direction, leur altitude et leur nombre. Les informations sont aussitôt transmises au quartier général de la RAF à Bentley Priory, dans la banlieue de Londres. Là, elles sont immédiatement traitées. Le centre de commandement des opérations aériennes est averti en cas de raid d'envergure. Les contrôleurs préviennent la base de la RAF la plus proche en précisant le nombre exact de chasseurs nécessaires à l'intervention. Le monde entier se demande si le Royaume-Uni saura faire face à la puissance nazie. Un nouvel épisode de la guerre commence. C'est la bataille d'Angleterre.
Depuis le mois de juin 1940, la Luftwaffe n'en finit pas de couler les navires marchands assez téméraires pour s'aventurer dans la Manche. Le maréchal du Reich, Hermann Göring, n'a qu'une obsession: éreinter l'aviation britannique en l'obligeant à être sur tous les fronts. Mais Lord Dowding refuse de mordre à l'hameçon. Il utilise ses chasseurs avec parcimonie. Il sait que la véritable bataille n'est pas encore engagée. Lors de la première phase de la bataille d'Angleterre, la Luftwaffe profite de sa supériorité. Elle aligne 1100 chasseurs contre 700 seulement pour la RAF. Le fer de lance des forces nazies est le Messerschmitt Bf 109E, un bijou volant à 563 km/h. Les trois quarts de la flotte britannique sont constitués de Hurricanes, plus lents mais plus maniables que le Messerschmitt. Le rival véritable du chasseur allemand, c'est le Spitfire Supermarine. Göring, quant à lui, compte beaucoup sur son rouleau compresseur aérien. Une armada composée de 1300 bombardiers, Dornier DO-17S, Heinkel HE-111S et Junkers JU-88S. Chaque appareil emporte 1800 kg de bombes. Le maréchal Göring a bien choisi son jour pour lancer son attaque. Le 13 août 1940, le Adlertag, le jour de l'aigle. Il veut anéantir les chasseurs de la RAF dans les airs, rendre impraticables les pistes d'atterrissage et enfin détruire l'industrie aéronautique britannique. Les jours précédant le 13 août, de petits accrochages annoncent l'assaut général. Les raids se concentrent principalement sur les bases aériennes et sur les tours radars du sud de l'Angleterre. La station radar de l'île de Wight est détruite et plusieurs autres sont endommagées. Elles sont réparées aussitôt et fonctionnent à nouveau quelques heures après ces bombardements. En fait, Göring ne croit pas à l'utilité des radars dans cette bataille. Pour lui, ils ne constituent pas un objectif principal. Il a tort. À l'aube du jour fatidique, les nuages obscurcissent l'horizon. L'assaut principal est repoussé à l'après-midi. Lorsqu'il survient, les radars jouent leur rôle à merveille. Malgré ça, la plupart des bases du sud de l'Angleterre sont durement frappées. Mais à la fin de la journée, aucune n'est hors service. En revanche, la Luftwaffe a perdu 46 appareils contre 13 seulement pour la RAF. La plus grosse offensive de cette bataille aérienne a lieu le 15 août. Des vagues de bombardiers lourdement escortés fondent sur les bases de la Royal Air Force. Les pilotes anglais, français ou polonais sont sur la corde raide. Certains réalisent 7 sorties de combat dans la journée. Au crépuscule, le Reich panse ses plaies. Il a perdu 90 appareils. Côté britannique, 42 chasseurs ont été abattus. Les jours suivants, la bataille se poursuit avec la même intensité. Les deux belligérants sont à la limite du chaos. Les pilotes de Dowding sont épuisés. Impossible pourtant de les relever car les équipages sont trop peu nombreux. L'état-major décide d'envoyer au combat des novices n'ayant que 10 heures de vol à leur actif. La Luftwaffe souffre aussi. Au fil des jours, les pilotes ont été frappés, puis de plus en plus démoralisés par la résistance farouche des Britanniques. Les chasseurs de la RAF les attendent toujours au-dessus de la Manche.
Au bout de 12 jours de combats intenses, les pertes britanniques sont aussi importantes que celles des Allemands. La RAF est sur le point de craquer. Pour l'achever définitivement, Göring décide de bombarder la nuit. Cette stratégie a une conséquence inattendue. La nuit du 24 août, une formation de bombardiers Heinkel s'égare et lâche ses projectiles sur la ville de Londres. C'est la première attaque contre une cible civile. La nuit suivante, 81 bombardiers britanniques frappent Berlin. Hitler est furieux. Il exige des représailles massives. Elles interviennent le 7 septembre. Les bombardiers nazis s'en prennent aux docks de Londres et aux quartiers alentours. Plus de 450 personnes meurent au cours de ce raid. Des milliers de maisons sont détruites. Une fois de plus, Göring a commis une grave erreur. En épargnant les terrains d'aviation au moment crucial où la défense faiblissait, il a permis à la Royal Air Force de respirer. Si Göring avait choisi de poursuivre les assauts sur les bases aériennes, la RAF n'aurait pas pu continuer à défendre les cieux. Le 15 septembre au matin, les radars annoncent une attaque massive sur Londres. La première vague de 100 bombardiers et 400 chasseurs est interceptée. Un combat à mort s'engage au-dessus des côtes. Dans l'après-midi, une nouvelle flotte de 150 bombardiers poursuit l'offensive. Winston Churchill se trouve alors au quartier général des forces aériennes. Après avoir entendu un contrôleur aérien demander un appui aérien aux bases voisines, il interroge « De combien de renforts disposons-nous » La réponse tient en un mot « Aucun ». Au fil des jours, il devient de plus en plus évident que les nazis ont échoué à se rendre maîtres des cieux. Le 17 septembre, Hitler reporte l'opération d'invasion. La bataille d'Angleterre ne se termine pas pour autant. Elle se déplace. Hitler essaye une nouvelle tactique. À partir du 5 octobre, les raids en journée sont arrêtés. Les Allemands vont profiter de la nuit pour bombarder les villes anglaises. Nom de code de l'opération Blitz, l'éclair. Jusqu'au 12 novembre 1940, Londres est attaquée toutes les nuits. Le 10 du même mois, le centre de la ville de Coventry est complètement rasé. Le Blitz va se poursuivre plus de 6 mois. Le dernier raid d'envergure a lieu le 10 mai 1941. Plus de 50 000 civils vont mourir durant cette période de terreur. Mais le Royaume-Uni va tenir bon. La bataille d'Angleterre est une énorme victoire pour le gouvernement britannique. Les pilotes ont afflué du monde entier pour combattre dans la RAF. Ils sont venus de l'Empire et des pays occupés comme la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Churchill leur témoignait déjà la gratitude de la nation lorsqu'il déclarait le 20 août « Jamais dans l'histoire des guerres un si grand nombre d'hommes n'ont dû autant à un si petit nombre ». Pour Adolf Hitler, cet épisode ne constitue qu'un simple contretemps. Le Führer demeure convaincu que le Royaume-Uni ne constituera jamais un adversaire dangereux. Son regard se tourne désormais vers l'Europe de l'Est. Pour l'Angleterre, ce répit est une chance. Le pays va se renforcer en espérant pouvoir frapper un jour le territoire ennemi. Mais pour donner le coup fatal, Churchill aura besoin d'aide.
La bataille d'Angleterre est gagnée, mais le pays est encore tellement vulnérable. Nuit après nuit, les villes sont écrasées sous les bombes nazies. Les voies de ravitaillement maritime sont constamment coupées. Décidément, Churchill a besoin d'aide. Un seul pays peut le soutenir dans cette lutte, les États-Unis. Depuis 1940, les États-Unis se relèvent. Le pays répare les dégâts causés par la Grande Dépression. Son réservoir de main-d'œuvre est immense. Sa puissance industrielle n'a pas de sérieux concurrents. L'économie est à nouveau en pleine croissance. Mais s'il y a bien une chose que les Américains refusent, c'est de voir leur pays prendre part à un nouveau conflit en Europe. En juillet 1940, un sondage révèle que 8% seulement des Américains souhaitent que les États-Unis participent au conflit. Churchill fait pression sur le président américain Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt admire l'antinazisme forcené de Churchill depuis longtemps. Les deux hommes partagent le même goût pour les affaires maritimes. En 1917, Roosevelt a même été sous-secrétaire d'État à la Marine. Après son élection, Roosevelt est resté en contact avec Churchill. Les deux hommes ont entamé une correspondance, Churchill signant ses courriers d'un marin vétéran. Roosevelt ne se fait aucune illusion. Il sait qu'un jour l'agression nazie poussera son pays à la guerre. Il commence donc un travail de longue haleine, convaincre son opinion publique de se préparer à cette éventualité. I am a pacifist, but I believe you and I will act together to protect and to defend our science, our culture, our American freedom, and our civilization. En juillet 1940, il approuve l'expansion et la modernisation de la flotte. Il lance la construction de 6 nouveaux cuirassés et d'une nouvelle catégorie de porte-avions. Dans les mois qui suivent, le Congrès accepte que la Garde nationale et d'autres unités de réserve soient mobilisées pendant un an. En septembre, alors que l'armée américaine compte déjà 190 000 hommes, le nombre des recrues est augmenté, en limitant le nombre de conscrits choisis par tirage au sort. The first number drawn by the Secretary of War is serial number 158. Le même mois, Roosevelt annonce avoir conclu un marché avec les Britanniques. Selon cet accord, les États-Unis leur fourniront 50 destroyers datant de la Première Guerre mondiale en échange d'un bail de 99 ans sur des bases situées au Canada et dans les Caraïbes. La Royal Navy attend depuis si longtemps des navires d'escorte pour protéger ses convois que les destroyers sont livrés avant même que l'accord ne soit signé. Mais la meilleure preuve que Roosevelt a réussi à convaincre ses concitoyens intervient en novembre 1940. Il est réélu à la présidence en battant le candidat isolationniste Wendell Willkie par 27 millions de voix contre 22 à son challenger. Au début de l'année 1941, Roosevelt s'adresse à la nation américaine. Il expose à ses compatriotes les 4 libertés fondamentales pour lesquelles la Grande-Bretagne lutte. Pouvoir s'exprimer et pratiquer le culte de son choix, être libéré du besoin et de la terreur. Pour préserver ça, les États-Unis doivent devenir l'arsenal de la démocratie. En d'autres termes, ils doivent armer la Grande-Bretagne. We shall send you in ever-increasing numbers, ships, planes, tanks, guns. That is our purpose and our pledge. Certains Américains sont bien loin d'être du même avis. L'un des plus influents est l'ambassadeur américain à Londres, Joseph Kennedy, père du futur président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. C'est un homme d'affaires de Boston. D'origine irlandaise, il a bâti sa fortune en faisant du trafic d'alcool pendant la Prohibition.
Kennedy hait les Anglais et ne rate aucune occasion d'annoncer qu'ils ne tarderont pas à se rendre. Mais la véhémence de l'ambassadeur est largement contrebalancée par l'admiration grandissante des Américains pour la bravoure du peuple britannique. Les interventions du correspondant de CBS à Londres, Ed Murrow, jouent un rôle fondamental dans cette prise de conscience. This is London. I remember the evening of Sunday, December 29th. It was just like any other winter evening. The first bombers were over London at about 6:30. Soon the fires hissed from the top-story windows. Hitler once boasted, "I will rub out their cities." This is what he meant. Au mois de janvier 1941, fort de sa réélection, Roosevelt présente ce que l'on appellera la loi pré-bail. Les États-Unis fourniront à la Grande-Bretagne et à la Chine l'armement et le matériel dont elles ont besoin pour combattre. Le paiement est différé. Le pré-bail doit permettre aux Britanniques de faire face. Finalement, personne ne s'inquiète du montant de la dette, surtout pas Roosevelt qui a un plan. Contrairement à 1917, si les États-Unis doivent rentrer en guerre, ils le feront en s'appuyant sur une solide industrie d'armement. L'Amérique fourbit ses armes. En secret, l'état-major de Roosevelt établit une stratégie commune avec les militaires britanniques. Au mois d'avril 1941, le président américain franchit un palier supplémentaire. Il décide d'intervenir en mer pour soutenir le Royaume-Uni. La zone d'intervention militaire est étendue. Désormais, tous les vaisseaux marchands américains devront être protégés par la marine des États-Unis. Au mois de mai, les Marines s'installent au Groenland. En juillet, ils remplacent la garnison britannique stationnée en Islande. La bannière étoilée flotte sur l'Atlantique Nord. La marine américaine commence à escorter quelques convois de cargo livrant le matériel prévu dans les accords pré-bail. Pour ne pas provoquer l'entrée en guerre des États-Unis, Hitler ordonne aux commandants de sous-marins de ne pas attaquer les navires battant pavillon américain. Mais un incident semble inévitable. Le 4 septembre 1941, un avion britannique s'en prend à un U-boat. Mais le submersible allemand croit qu'il a été frappé par un destroyer américain, le Greer, et il riposte aussitôt. À son tour, le Greer répond en larguant des mines. La course-poursuite dure plus de 3 heures. Aucun des deux vaisseaux n'est coulé, mais la tension est montée d'un cran. Le 17 novembre, au cours d'un convoyage vers l'Islande, le destroyer USS Kearny est touché par une torpille allemande. Le commandant du U-boat coupable déclare qu'il s'agit d'un accident. Il visait un navire anglais et malheureusement, le Kearny a croisé la route du projectile. 11 hommes d'équipage ont perdu la vie lors de l'attaque et le destroyer, sérieusement endommagé, doit faire escale dans le port de Reykjavik. Roosevelt proteste, la presse américaine s'insurge, mais l'opinion publique n'est toujours pas prête à accepter l'idée d'une guerre. Pourtant, au mois de décembre 1941, elle va changer d'avis en une seule journée. En attendant, la Grande-Bretagne doit se battre seule. Heureusement, les Britanniques vont bientôt percer un secret essentiel pour vaincre dans cette guerre.
C'est un petit manoir, une bâtisse semblable à toutes celles blotties dans la campagne anglaise. Mais Bletchley Park restera dans l'histoire. C'est là que va être réalisée une découverte qui va changer radicalement le cours de la Seconde Guerre mondiale. À Bletchley, les Britanniques travaillent jour et nuit pour décrypter les messages codés allemands. Depuis le milieu des années 30, les forces armées et les services du renseignement germanique utilisent une machine pour encoder les messages. C'est la machine de cryptage E, mieux connue sous le nom de Enigma. À la fin des années 20, elle a été conçue et développée à l'intention des hommes d'affaires souhaitant expédier des missives secrètes. C'est un outil très simple, portable, alimenté par des batteries. Les messages encodés sont transmis en morse vers une autre machine Enigma qui les décode. Les rotors forment le cœur du mécanisme. Ce sont eux qui cryptent les communications qui seront déchiffrées uniquement par des machines réglées exactement comme l'appareil émetteur. Chaque tambour peut être déplacé, ce qui augmente les possibilités de codage. Chaque lettre peut être utilisée pour former 150 millions de combinaisons. À la vue de l'extraordinaire potentiel de la machine Enigma, on comprend mieux pourquoi les Allemands ont toujours été convaincus de son inviolabilité. Pourtant, ils avaient tort. Les Polonais avaient déjà pas mal œuvré pour comprendre le fonctionnement de cet appareil. Ayant appris son existence, ils avaient réuni une équipe de mathématiciens qui devaient tenter de casser le codage. Marian Rejewski, Jerzy Rojicki et Henri Zygalski. Mais sans savoir concrètement comment fonctionnaient les rotors, ces spécialistes demeuraient impuissants. Les services du contre-espionnage français les avaient donc aidés. Un de ces espions avait réussi à intégrer le service gouvernemental allemand en charge du chiffrage. Paris avait expédié en Pologne toutes les données que son agent avait réussi à dérober. Grâce à un manuel d'utilisation, les Polonais étaient parvenus à reconstruire une machine Enigma. Ils avaient même commencé à déchiffrer difficilement quelques messages. En juillet 1939, il devenait clair qu'Adolf Hitler allait envahir la Pologne. La France et la Grande-Bretagne avaient promis d'intervenir. La guerre ne tarderait pas à éclater. Les officiers des services de renseignement alliés se sont donc retrouvés à Varsovie. Les progrès faits par les Polonais dans le décryptage de la machine Enigma en étonnent alors plus d'un. En rentrant, les Britanniques rapportent 2 prototypes à Londres. Il était temps. 2 semaines de plus, et c'était trop tard. La Pologne était envahie. Malgré l'offensive fulgurante des nazis, les cryptographes polonais ont eu le temps de détruire l'ensemble de leurs travaux. Certains sont capturés et torturés, mais aucun ne révélera les résultats de leurs recherches. La tâche de déchiffrage des codes allemands incombe désormais à l'école gouvernementale de Bletchley Park, à quelques encablures de Londres. À sa tête, le commandant Alistair Denniston. Il recrute une étrange bande de mathématiciens, maîtres d'échecs et autres cruciverbistes, pour poursuivre le travail entrepris par les Polonais. Parmi ces experts, Alan Turing, un professeur de Cambridge. En 1936, Turing a défini la théorie du calculateur universel, une machine censée résoudre tous les problèmes mathématiques. Il utilise ses compétences pour concevoir des outils de décryptage connus sous le nom de déesse de bronze. La matière première fournie aux équipes de Bletchley Park provient du service Y britannique, l'actuelle agence de sécurité nationale, une chaîne de stations d'écoute radio qui contrôle et enregistre les transmissions allemandes. Tous les messages sont passés au crible des déesses de bronze. Elles étudient toutes les combinaisons jusqu'à ce que la clé soit trouvée.
Une fois le message décrypté, il est traduit, analysé et transmis aux autorités compétentes. Dès son accession au poste de Premier ministre, Winston Churchill a compris l'extraordinaire importance du travail réalisé par les équipes de Bletchley Park. Désormais, les informations émanant du manoir sont classées comme ultra secrètes. Le nom de code du projet est tout trouvé, ce sera Ultra. Les résultats de Ultra sont extrêmement contrôlés. Les chefs d'état-major sont tenus au courant uniquement s'ils sont directement concernés. La réussite de telles opérations ne tient qu'à une chose, le secret. Churchill demande expressément que toutes les actions entreprises sur la foi des informations fournies par Ultra soient couvertes. Les Allemands ne doivent pas se douter que Londres décode la plus grande partie de leurs messages. Le troisième point vital de l'opération, après le décodage et l'évaluation des informations, demeure donc leur protection. Le projet Ultra va révéler des données vitales concernant les plans d'action nazis. Les attaques à venir ou tout autre renseignement sont archivés dans un énorme système de fichiers. Cette base de données gigantesque sert à répondre aux questions de l'état-major britannique. À la fin de la guerre, l'équipe de Bletchley saura décoder les messages aussitôt qu'ils lui parviendront. Les spécialistes déchiffreront la plupart des communications nazies. L'efficacité du système sera telle que l'on dira alors que pour obtenir leurs ordres plus rapidement, les officiers allemands auraient dû téléphoner à Bletchley Park. C'est lors des opérations navales que Ultra va fournir aux Alliés des informations vitales. Le premier exemple intervient dès le 8 juin 1940. Le porte-avions britannique, le Glorious, escorte le convoi du débarquement en Norvège. Les cryptographes décodent alors des messages montrant que les cuirassés Scharnhorst et Gneisenau se dirigent droit sur lui. L'alerte est donnée immédiatement. Mais aussi alarmante que soit cette information, le quartier général de la Royal Navy ne lui donne aucune suite. Le Glorious est intercepté et coulé. Ce drame va servir de leçon à l'armée britannique en lui démontrant l'importance des renseignements obtenus par le projet Ultra. L'erreur ne sera plus jamais commise. Bletchley va jouer un rôle crucial au cours de la bataille d'Angleterre. Ces informations donneront une image très précise des forces de la Luftwaffe. Ils fourniront aussi des éléments pour comprendre la stratégie générale adoptée par Hermann Göring. L'ensemble de ces données va permettre au commandant des forces aériennes, le maréchal Hugh Dowding, d'établir une réponse adéquate. En choisissant d'expédier ses chasseurs par petits groupes, en évitant les vagues massives, il va maintenir sa marge de manœuvre et préserver ses appareils. C'était la meilleure tactique. Même si la Grande-Bretagne se retrouve seule face aux nazis, elle possède un atout de taille pour contrecarrer son adversaire. Les équipes de Bletchley Park sont opérationnelles. Elles se sont engouffrées dans la brèche et obtiennent des informations. Le système d'exploitation des données va prouver son efficacité. Dans les années suivantes, leur travail acharné sera inséparable des succès obtenus par les Alliés. Mais à l'heure de la bataille d'Angleterre et des bombardements massifs sur les villes anglaises, les espoirs de victoire restent minces. En ce début d'année 1941, Churchill veut passer à la contre-attaque et il pense avoir trouvé un bon moyen d'obtenir des résultats immédiats. Les nazis occupent la plus grande partie de l'Europe de l'Ouest. Mais Churchill veut leur porter des coups partout où ils se trouvent.
il faut frapper et frapper encore. We shall not flinch from the supreme trial. All will come right out of the depths. Avant même que la France ne soit totalement vaincue, Churchill cherche à frapper l'ennemi en maintenant la résistance dans les pays envahis. Dès que les dernières troupes ont été extirpées du bourbier de Dunkerque, il échafaude des plans. Il réclame à ses chefs d'état-major la création de forces d'intervention qui pourront attaquer les côtes de l'Europe occupée. Quelques jours plus tard, un appel au volontariat est lancé pour tenter de réunir 5000 hommes. Ces forces s'inspirent des petites unités mobiles des bourgs que les forces britanniques ont combattues en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle. 10 unités de commando sont créées, comptant chacune 500 hommes. Ils s'entraînent d'abord à intervenir à partir de la mer. Une unité est spécialisée dans le parachutage et l'utilisation de planeurs. Elle constituera la base des futurs régiments aéroportés. L'amiral Roger Keyes est nommé directeur des opérations combinées. Churchill le charge de préparer 3 raids qui seront déclenchés dès que la menace d'invasion de l'Angleterre s'éloignera. L'une des premières missions de Keyes consiste à préparer des bateaux qui permettront à ces nouvelles troupes de débarquer. 3 ferries transmanche sont donc transformés en navires de transport. Le 4 mars 1941, 2 unités de commando, accompagnées d'un groupe de démolition, sont débarquées dans les îles Lofoten, au nord de la Norvège. Leur principal objectif est de détruire des usines transformant l'huile de poisson en glycérine, ingrédient essentiel des explosifs. Les commandos profitent de l'effet de surprise. Ils prennent pied sur les plages sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Puis dans le port, ils réussissent à s'emparer d'un chalutier armé. Ils détruisent les usines et les réservoirs d'huile. Passant devant le bureau de poste, un officier ne peut s'empêcher d'expédier un télégramme qu'il adresse à Adolf Hitler, Berlin. Votre dernier discours semblait affirmer que, quel que soit le lieu de débarquement des troupes britanniques en Europe, elles seraient accueillies par des soldats allemands. Eh bien, où sont-ils? Les commandos capturent 60 collaborateurs norvégiens et 225 soldats allemands. Tout ce petit monde rembarque sans déplorer de pertes. Ils rapatrient avec eux 115 volontaires qui rejoindront les forces norvégiennes libres. L'expédition sur les Lofoten constitue un énorme succès politique. Cette victoire remonte le moral des Britanniques. Mais le résultat le plus important est resté secret. L'expédition a permis la saisie d'un lot de rotors pour une machine Enigma. Dans son empressement à jeter par-dessus bord la machine, l'équipage du chalutier armé a oublié de se débarrasser des pièces détachées. Elles vont fournir une aide inestimable au cryptographe de Bletchley Park pour le déchiffrage des codes de la marine allemande. En décembre 1941, 4 unités de commando débarquent dans le port norvégien de Vaagso. Elles sont immédiatement prises à partie par un feu nourri. L'accès à Vaagso est couvert par la petite île de Maaloa, sur laquelle les Allemands ont installé des pièces d'artillerie. L'îlot fortifié est finalement pris, mais les combats pour Vaagso sont intenses. Après plusieurs heures de lutte, la garnison se soumet.
Les commandos détruisent plusieurs usines et coulent 8 navires avant de se retirer. Hitler est furieux. Les représailles sur la population sont terribles. Le Führer est maintenant convaincu qu'il faut défendre la Norvège. À partir de cet événement, près de 250 000 hommes sont maintenus dans cette région. Des troupes très expérimentées qui feront défaut sur d'autres fronts. Aussi efficaces qu'ils puissent être, les raids de commandos sont incapables de stopper les nazis. Churchill a besoin d'attaquer différemment. Il décide de soutenir les mouvements de résistance dans les pays occupés. En juillet 1940, le SOE, ou Special Operations Executive, est créé. Il doit, selon l'aveu de Churchill, embraser l'Europe. Il va favoriser les opérations pour saboter l'effort de guerre nazi, encourager la collecte de renseignements et préparer les forces intérieures clandestines aux futurs combats de libération. La plus grande partie des opérations du SOE se déroule en France. 500 agents français et canadiens sont recrutés en Grande-Bretagne pour consolider et coordonner le réseau de résistance dans l'Hexagone. Des opérateurs de transmission sont également formés. Un problème subsiste. Comment infiltrer les agents présents sur le sol anglais? Les sous-marins, embarcations rapides et bateaux de pêche sont très efficaces, mais les défenses côtières allemandes sont quasiment impénétrables. La seule solution, c'est d'arriver par les airs. En août 1940, une unité spéciale de la RAF est créée. Elle est composée de bombardiers Whitley et de Westland Lysander, un avion de liaison capable de décoller et d'atterrir sur de très courtes distances. Agents et matériels sont parachutés ou simplement déposés au cœur des territoires occupés. Les nuits de pleine lune, les comités d'accueil se multiplient. Chaque jour, la résistance se renforce. Le maillage des groupes se resserre, obtenant des renseignements et multipliant les opérations de sabotage. Une véritable chasse à l'homme s'instaure. Les nazis mettent en place un système de contre-espionnage implacable. Les détecteurs d'équipements de transmission trahissent les opérateurs radio. Des agents doubles infiltrent les réseaux. Les agents du SOE n'ont qu'une devise: intelligence, résolution et discrétion. Mais leur espérance de vie est très courte. La Gestapo les traque sans relâche. Beaucoup sont arrêtés et torturés à mort. Churchill reste persuadé que l'opération n'est pas inutile. Entretenir l'esprit de résistance dans les pays occupés permet à des millions de personnes de maintenir l'espoir d'une libération prochaine. La BBC, la radio publique britannique, devient la voix de la liberté pour tous ceux qui vivent sous la botte nazie. Elle transmet les nouvelles en plusieurs langues dans tous les pays sous le joug allemand. Grand raid de l'aéronaval allié sur une concentration de transports japonais. Tous ceux qui sont surpris à l'écouter sont abattus sur le champ. Mais le nombre d'auditeurs augmente sans cesse. La BBC a même joué un rôle crucial dans la transmission des messages codés à destination des résistants. Tous les soirs, après les informations de 9 h, les oreilles se font plus attentives. Message très important pour le chef de Gaël. Attention, il va pleuvoir bougrement ce soir. Pour les peuples de l'Europe occupée, la libération demeure un rêve inaccessible. Pourtant, au milieu de l'année 1941, de nouveaux événements surviennent. Les Britanniques ne sont plus seuls à combattre le nazisme. Ils ont désormais un allié de poids. Mais ce ne sont pas les États-Unis que Winston Churchill a longtemps courtisés en vain. C'est l'Union soviétique.